les traqueurs d'astéroïdes les plus puissants et les plus efficaces au monde. Voici l'observatoire du programme de recherche LINEAR, le Lincoln Near Earth Asteroid Research. En une nuit, en scannant le ciel avec ce genre d'appareil, nous pouvons détecter entre 10 000 et 12 000 objets mobiles. La plupart appartiennent à la ceinture d'astéroïdes principale et en tant que tels ne représentent aucun danger. La moitié d'entre eux, toutefois, n'ont jamais été recensés. Et parmi eux, il y en a un ou deux évoluant à proximité de la Terre. À la fin de chaque nuit, les milliers de découvertes du LINEAR sont envoyées via Internet au Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale située à l'université de Harvard. Une équipe de 3 scientifiques seulement doit faire face à cette avalanche de nouvelles données et trouver les astéroïdes et comètes qui représentent un danger potentiel. Les ordinateurs effectuent un calcul approximatif de l'orbite des astéroïdes, puis Brian Marsden estime le niveau de risque. Cependant, même avec des ordinateurs performants, l'équipe de Brian Marsden ne peut réaliser qu'un calcul préliminaire de l'orbite de chaque astéroïde. En moyenne, l'équipe reçoit seulement 5 images de chaque objet mobile par nuit. Cela ne permet pas de calculer précisément l'orbite. Mais le fait de suivre sa trajectoire sur une demi-heure ou une heure permet d'en avoir une idée partielle. Afin de prévoir la trajectoire d'un astéroïde, il est indispensable d'avoir une représentation du système solaire. Les sphères mécaniques qui montrent les mouvements relatifs du Soleil et des planètes existent depuis le début du XVIIIe siècle. On les appelle des planétaires. Les machines actuelles de la NASA ont mis au point un modèle mathématique qui inclut les attractions gravitationnelles de toutes les planètes et du Soleil, ainsi que toutes les autres forces qui peuvent influer sur la trajectoire d'un astéroïde. Il suffit de calculer quelles sont les forces qui agissent sur tel astéroïde, c'est-à-dire les forces de toutes les planètes principales et celles de beaucoup de planètes mineures du système solaire. On obtient ainsi sur des centaines d'années la trajectoire de cet objet dans le système solaire. Ce sont des calculs plutôt complexes. Disons que c'est l'ordinateur qui fait la plus grande partie du travail. Nous n'avons qu'à établir les équations et vérifier leur exactitude. Mais comment les scientifiques s'assurent-ils que ces équations sont correctes ? Déterminer l'itinéraire d'un astéroïde et ses possibles conséquences exige un travail colossal. Un véritable casse-tête mathématique qui a captivé Paul Chodas dès son plus jeune âge. J'ai grandi au Canada et je me souviens qu'un jour, les médias ont annoncé que le satellite ECHO passerait à telle date dans le ciel et qu'on pourrait l'observer. Je me suis demandé comment ils avaient fait pour savoir à quel moment il passerait dans le ciel. Je trouvais extraordinaire qu'on ait pu, simplement par des calculs, prévoir l'heure de passage de ce satellite. C'est là que j'ai eu envie d'étudier les mathématiques et les orbites. Au printemps 1993, tous les yeux se tournent, presque à l'unisson, vers un corps céleste unique en son genre. Jaillissant des tréfonds du système solaire, une comète fragmentée baptisée Shoemaker-Levy 9 se dirige en spirale vers Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. La NASA demande à Paul Chodas et à son équipe de calculer son orbite et de déterminer si Shoemaker-Levy 9 heurtera ou non Jupiter. Au départ, les probabilités étaient de 60%, et puis elles sont vite passées à 90%. C'était un an avant les impacts. Au fur et à mesure que la comète se rapprochait, nous avons recalculé non seulement la probabilité d'impact, qui était de plus en plus élevée, mais également où et quand les fragments de la comète frapperaient la planète. Nous avons établi ces prévisions plusieurs mois à l'avance, et au fur et à mesure que l'échéance se rapprochait, nous nous demandions si nos calculs mathématiques étaient exacts et si tout se déroulerait selon nos prévisions. A giant comet is on a collision course with Jupiter. Tous les passionnés d'astronomie voulaient voir si la comète entrerait vraiment en collision avec Jupiter.
La collision a bien eu lieu. L'heure effective de l'impact différait de quelques minutes seulement de celle que nous avions prévue, et la localisation de l'impact s'est révélée correcte. Au cours des 6 jours suivants, 20 autres fragments de la comète s'écrasent sur Jupiter, certains laissant des cratères d'un diamètre équivalent à celui de la Terre. À la suite de l'épisode Shoemaker-Levy 9, un groupe de scientifiques inquiets se réunit en Italie. Ils créent une organisation internationale baptisée Space Guard Foundation. Objectif : promouvoir la découverte et l'étude des objets géocroiseurs, autrement dit des objets célestes évoluant à proximité de la Terre. Les gens s'imaginent qu'au nombre d'astronomes scrutent le ciel à la recherche de comètes et d'astéroïdes qui se dirigeraient vers la Terre. Mais c'est faux. En fait, jusqu'à récemment, il n'y avait presque personne qui s'en préoccupait. Nous sommes, moi et les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, face à un choix. Soit ne parler à personne de ce risque significatif, soit le clamer haut et fort, pour être sûr que des mesures seront prises. Certains scientifiques utilisent le bruit sous forme de signaux radio extrêmement puissants pour traquer le mouvement, la vitesse et les propriétés physiques des astéroïdes. Ils font même leurs propres films. Sauf qu'ils n'utilisent pas des caméras, mais des radars Doppler. Prenez la technologie d'un radar de police, ajoutez-y une puissance de 400 000 watts, et vous obtiendrez le Deep Space Network de la NASA, un réseau d'antennes paraboliques géantes comme celle de la Goldstone Tracking Station basée en Californie dans le désert de Mojave. La première fois que Steve Ostrow, astronome spécialisé en radar, envoie un signal sur un rocher dans l'espace, il reçoit en retour une image tremblante constituée de données pixelisées. Mais ce qui apparaît comme un charabia digital aux yeux d'un profane en dit long à Steve Ostrow. Un radar fait 3 choses. Premièrement, il travaille sur des longueurs d'onde longues. Il repère donc les structures à grande échelle et la concentration de métal. Deuxièmement, il permet de prendre des photographies. C'est la seule façon de le faire depuis le sol. À partir d'une suite de clichés, on extrait une séquence qu'on soumet à un traitement informatique pour produire des modèles en 3 dimensions. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, il effectue des mesures très précises des distances et des vitesses. À Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo, dont l'antenne fait 300 mètres de diamètre, émet un signal radio sur un astéroïde baptisé Castalia. Les données récoltées sont transformées en un modèle informatique 3D. Le tout premier film radar de l'histoire montre que Castalia tourne sur elle-même et est en réalité constituée de 2 blocs massifs qui tiennent ensemble grâce à une gravité faible. Dans plusieurs siècles, on considérera cela comme une date historique. C'était la première fois qu'on voyait ces fameux astéroïdes géocroiseurs qui sont amenés à jouer un rôle important dans notre vie quotidienne. C'est toujours avec fébrilité que Steve Ostrow et son équipe se rendent à la Goldstone Tracking Station pour relever les écho-radars. Ils ne savent jamais ce qu'ils vont trouver. L'astéroïde Cléopatra a la forme d'un os de chien. Il est environ 2 fois plus grand que la région Île-de-France et il est presque entièrement constitué de métal. Quant aux écho-radars en provenance de l'astéroïde Toutatis, ils produisent des images d'un bloc rocheux couvert de cratères en rotation sur lui-même avec une orbite des plus chaotiques. Et en 2000, l'équipe de scientifiques développe une image sombre et mystérieuse. Un gros rocher qui provoque la stupeur générale. L'astéroïde 1950 DA. Après avoir recueilli les données du radar, nous avons entamé le processus habituel pour voir jusqu'où dans le futur nous pouvions prévoir la trajectoire avant que les incertitudes de l'orbite rendent les prédictions trop floues. Nous sommes allés jusqu'en 2880. Ce qui était alarmant dans ce cas, c'est que la probabilité d'impact était non nulle. Une probabilité d'impact non nulle, cela veut dire qu'il y a une chance que cet astéroïde nous percute. Le 16 mars 2880, 1950 DA croisera l'orbite de la Terre. Entrera-t-il en collision avec elle? La probabilité est de 1 pour 300. 1950 DA est le plus dangereux de tous les grands astéroïdes découverts jusqu'ici. Si 1950 DA percute la Terre, le point d'impact le plus probable sera en mer, au milieu de l'océan Atlantique, selon les calculs prévisionnels de l'orbite.
L'effet sera important même dans le golfe du Mexique. Les chercheurs de l'Université de Californie Santa Cruz ont déjà commencé à imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. Nous sommes les seuls grands mammifères à vivre si près de l'océan. C'est peut-être pas une si bonne idée. Oui, en effet. Eric Asfog et Stephen Ward ont réalisé une simulation numérique de l'impact. La thèse de départ, c'est que cet astéroïde, qui fait à peu près 1 km de diamètre, percutera la surface de l'océan à la vitesse de 27 000 km à l'heure, créant un trou dans l'océan de 19 km de diamètre et qu'il s'enfoncera jusqu'au fond de l'océan. Le trou créé par l'impact sera ensuite comblé par l'eau de mer, qui jaillira en l'air, s'affaissera, jaillira en l'air, et ainsi de suite, de nombreuses fois, produisant à chaque fois une immense vague. Le littoral le plus proche sera balayé sur au moins 4 km à chaque lame. Nous serons emportés un peu comme quand on nettoie le sol à la brosse. On sera balayé de la même façon. En 1998, même Hollywood prend la menace au sérieux. Un film grand public intitulé Deep Impact balaie tous les vieux clichés de la science-fiction en utilisant l'animation numérique dernier cri. Le film montre au public, comme jamais auparavant, les conséquences d'une collision avec un astéroïde. Si la perspective d'une collision avec un astéroïde fait froid dans le dos, tout espoir n'est cependant pas perdu. L'une des particularités des impacts d'astéroïdes est que, contrairement à la météo, au tremblement de terre ou à toute autre catastrophe naturelle, nous devrions, en théorie du moins, pouvoir les prévenir. Si jamais nous annonçons une collision sans être en mesure de dire ce qu'il faut faire, ce sera la panique générale. C'est délicat. Nous savons envoyer un vaisseau spatial dans l'espace et nous pourrions probablement apprendre à dévier un astéroïde, à modifier un tant soit peu son orbite afin qu'il ne percute pas la Terre. En février 2001, une sonde de la NASA baptisée Near Shoemaker est la première à atterrir sur un gros rocher criblé de cratères qui porte le nom du dieu de l'amour. Avec ses 34 km de long et ses 13 km de large, 433 Eros est l'un des plus gros astéroïdes géocroiseurs. Les images sont spectaculaires. Il faudra plusieurs années pour traiter les données recueillies. L'atterrissage sur un astéroïde constitue pour les scientifiques une réussite majeure. Cependant, on ne sait pas grand-chose sur l'intérieur du rocher. Quelle est sa densité, sa dureté? Dans quelle mesure est-il cassant, friable? Que se passerait-il si on déviait sa trajectoire? L'extérieur d'un objet noir et mystérieux est parfois trompeur. Ces deux sphères, pour autant que je sache, ont exactement la même masse, la même capacité de compression, la même couleur. Si j'étais un engin spatial en orbite et que ces sphères étaient des astéroïdes, j'aurais beaucoup de mal à les distinguer. Or, si je les fais tomber, seule une des deux rebondit. Autrement dit, l'une des deux a une forte capacité élastique, tandis que l'autre se comporte comme une masse d'argile. Il est donc essentiel de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur avant même d'envisager de dévier ces objets. Afin de découvrir de quoi sont faits les rochers de l'espace, des scientifiques comme Alan Hildebrand et Peter Brown mettent la main à la pâte, allant partout où il faut. Et récoltant tous les morceaux qu'ils trouvent.